Hop, donc voilà, c'est parti. Voilà. Alors du coup, je vais donc partager mon écran, ça sera peut-être plus simple pour qu'on puisse tous voir les questions qui ont été posées. Donc n'hésitez pas pour voter. Alors du coup, la première question de Jack, c'est: y a-t-il besoin de constituer un portfolio obligatoirement pour être embauché? Ah oui, c'est une bonne question. Du coup, je vais recouper mon partage d'écran. Donc oui, alors, du coup, moi, je vais vous donner mon avis, mais il y a aussi l'avis des recruteurs. De ce que je vois, en fait, en règle générale, les recruteurs veulent toujours avoir un portfolio. C'est vrai que il y a aussi des difficultés parfois à, comprendre, ah, je vois que je me suis même pas présentée, je suis vraiment débile. Je vais commencer par me présenter, je suis désolée. Je viens d'y penser. Donc moi, je suis Carole Lémé, donc je fais de l'UX design depuis, maintenant 11 ans. J'ai un parcours, je suis issue en fait d'une formation en psychologie et ergonomie. Donc à l'époque, il n'y avait pas d'études spécialisées en UX, on ne parlait pas du UX design, c'était en 2009. Et du coup, on n'en parlait pas, mais quand même les méthodologies qu'on emploie en UX design étaient les mêmes que celles qui ont été enseignées à l'époque, c'est-à-dire des méthodologies centrées sur les utilisateurs. Donc du coup, j'ai toujours utilisé ces méthodes-là qui ensuite, au fur et à mesure, on parlait d'ergonomie, ensuite on est parti plus sur des choses qui sont plus générales, donc l'UX design, donc l'expérience utilisateur. Donc c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, pour revenir donc à la première question, qui était donc: est-ce qu'on doit obligatoirement avoir un portfolio, quand on débute, pour se faire embaucher? C'est une question difficile parce que moi, je trouve que pas forcément. Personnellement, si jamais, je devais embaucher quelqu'un, je vais plutôt lui poser des questions sur, je me permets de couper les micros parce que ça fait des bruits bizarres. Hop, voilà. Hem et donc, oui, moi personnellement, je demanderais pas forcément un portfolio parce que ce qui est intéressant pour moi, c'est les expériences que la personne va avoir eues, des expériences qui sont pas forcément que professionnelles d'ailleurs. Par exemple, une personne qui a fait, du bénévolat ou des choses comme ça peut être très, très intéressant aussi d'avoir son retour. Et puis, ce qui est très, très important pour moi aussi, ça va être les compétences, les soft skills en fait, les compétences un peu plus souples. Hop, j'admets deux personnes. Hem, C'est-à-dire que par exemple, je trouve qu'il y a des compétences qui sont importantes à avoir, c'est plutôt tout ce qui est empathie, humilité, des choses comme ça. Et du coup, par contre, ce que je vois, c'est que la plupart du temps, les recruteurs demandent effectivement des portfolios. Alors du coup, qu'est-ce qu'on appelle portfolio? C'est vrai que, souvent, on imagine portfolio, c'est-à-dire se dire: «Bah tiens, j'ai travaillé sur tel site, et donc je vais mettre des photos, des images de ce site en question». Ou j'ai conçu telle application mobile, du coup je vais, mettre des photos, des captures d'écran de cette application mobile. Ça, pour moi, c'est plus un portfolio de personnes qui fait plutôt du graphisme ou, de l'UI design, donc tout ce qui va être, tout ce qui va toucher à Attends, je te l'interface. mets, Ah, je mets en muet, excusez-moi parce que voilà. Hem et donc voilà, donc je disais que, c'était plutôt des portfolios qui étaient, heu, pour des personnes qui avaient des choses à montrer. Par exemple, j'avais ce brief-là, j'ai fait tel logo, j'avais, besoin de faire une charte graphique pour tel client, j'ai donc, fait, ce site de telle manière et cetera, cette charte graphique. Donc ça, pour moi, c'est plutôt un portfolio, on va dire, d'UI designer. Et pour moi, l'UX designer, le portfolio qu'il doit avoir, c'est un portfolio de méthodologie. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous allez devoir expliquer en quelques mots le contexte de la mission, la méthodologie que vous avez mis en place. Est-ce que, par exemple, vous avez rencontré des utilisateurs? Si oui, comment? Est-ce que c'était des entretiens? Est-ce que c'était un questionnaire? Est-ce que c'était des observations sur le terrain, et cetera? Ensuite, quels sont les outils que vous avez mis en place? Par exemple, j'ai dû créer, je ne sais pas moi, une expérience map, j'ai dû créer des personnages, j'ai dû créer voilà, donc
pour moi, c'est ça qui va être important quand je vais regarder en fait le travail d'un UX designer. C'est pour moi, c'est ça qu'il faut c'est ça qu'il faut, détailler et ce qu'il faut, détailler aussi peut-être aussi, c'est le résultat. Quel résultat vous avez obtenu? Ça peut être intéressant de voir que, bah, OK, vous avez fait une application mobile, elle était vraiment bien, donc du coup, vous avez eu tant d'utilisateurs ou bien, bah, c'est ça a pas le même impact si on se dit: «Bah, tiens, cette application, elle a été utilisée par X personnes, par tant de personnes», que de dire: «Bah, non, en fait, c'était un projet et du coup, ça a jamais vu le jour» et cetera. Donc même si on est d'accord que si vous avez fait un super travail sur quelque chose qui avait jamais vu le jour, c'est pas forcément de votre faute, mais ça a peut-être plus d'impact de dire que voilà ce qui a été fait ensuite derrière. Est-ce que vous voulez des précisions sur le portfolio? Est-ce que vous avez d'autres questions vous pouvez prendre la parole ou dans le chat si vous osez pas. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Bonjour. Merci d'abord. Merci d'organiser cet atelier. Je voulais savoir si le nombre à peu près c'est de 3, 4, 5, combien de choses on peut montrer plus exactement. Ouais, c'est une bonne question. Du coup, moi, en fait, ce que c'est j'ai un énorme portfolio où je mets tout. Mais, bah, en fonction de la personne que je vais viser, je vais pas tout mettre, bien sûr. Imaginons, parce que du coup, moi, je suis freelance, donc je vais, envoyer mon portfolio si c'est une personne, pour laquelle on ne s'est jamais rencontré, qui sait pas trop et cetera. Je vais lui envoyer mon portfolio, mais qui va être personnalisé. C'est-à-dire que je vais dire, par exemple, si c'est pour une institution culturelle, je vais plutôt mettre les choses qui sont en lien avec, le secteur public, la culture et cetera. Si c'est, un acteur industriel, je vais plutôt mettre ces références-là, mais aussi sur la méthodologie, donc notamment sur le secteur, mais aussi sur la méthodologie. Imaginons, c'est un client qui me demande que de la recherche utilisateur, donc que de la rencontre avec des utilisateurs, des entretiens, et cetera. Du coup, je vais lui mettre aussi, des références qui sont en lien avec la recherche utilisateur, même si c'est pas le même, domaine. Du coup, ça va lui permettre de voir, OK, elle a des connaissances dans ce domaine-là et en plus, elle a des connaissances, dans ce type d'activité. Donc c'est vrai que quand on débute, ça peut être compliqué justement de trouver des références, parce que du coup, on n'en a pas beaucoup. Donc effectivement, bah, si vous en avez pas beaucoup, bah, mettez ce que vous avez pour montrer, le maximum de choses, que vous avez à disposition. Est-ce que le portfolio est nécessairement agrémenté d'animations prototypage fonctionnel? Bah, oui, ça peut être intéressant. Par exemple, si vous avez un lien, heu si jamais c'est une application mobile, par exemple, qui est déjà sortie, vous pouvez mettre le lien de téléchargement de l'application. Ou bien si c'est quelque chose qui n'est pas encore sorti, mais qui n'est pas confidentiel, bien sûr, il y a aussi des histoires de confidentialité parfois. Vous pouvez mettre le lien, je sais pas moi, le lien de l'outil InVision ou Adobe XD, enfin l'outil de prototypage sur lequel vous avez, créé votre prototype dynamique. Vous pouvez bien sûr, mettre des choses dynamiques, c'est encore mieux que des captures d'écran. Vous pouvez mettre les 2 si jamais la personne n'a pas envie de naviguer dedans, que ça l'embête, vous pouvez mettre des captures d'écran aussi, si vous voulez mettre en avant, l'interface en elle-même. Mais je vous dis, pour moi, l'interface, c'est que la finalité, c'est pas forcément ça que je vais regarder, sauf si je recherche un profil qui va être vraiment spécialisé interface, que interface. Du coup, je vais me dire: «OK, faut quand même que ce soit propre, que ce soit cohérent, que ça respecte, certaines règles d'ergonomie et cetera». Donc ça, je vais regarder. Par contre, moi, en général, je vais plutôt je fais pas forcément de recrutement à proprement parler, mais je vais plutôt regarder, la méthodologie de manière générale. Je vous dis ça, enfin, je fais pas forcément de recrutement, mais donc j'aide, pour le recrutement, ce que j'ai déjà fait, c'est que je fais du mentorat, je donne des formations, et je fais du recrutement, mais pas pour moi, mais pour une agence pour laquelle je suis mandatée pour ça. Du coup, voilà, c'est mon expérience, donc j'ai pas une grosse expérience de recrutement, donc voilà, je suis pas une grosse recruteuse et tout. Donc vous pouvez demander aussi à d'autres recruteurs ce qu'eux ils en pensent. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Alors, mon portfolio n'est pas un site. Alors du coup, c'est une bonne question. J'ai mon site et j'ai mon portfolio. J'ai 2 trucs, effectivement. J'ai mon site sur lequel je vais mettre des choses qui sont pas confidentielles. Donc du coup, je vais avoir quelques exemples, quelques cas d'études en fait, où du coup, je vais détailler un petit peu, bah, certains projets qui sont plus confidentiels, qui sont vieux et cetera. Mais du coup, tous les trucs récents, en général, c'est confidentiel. Donc du coup, je vais avoir un portfolio qui est
qui est caché, que j'envoie que sur demande, des personnes, heu et je vais flouter bien sûr tous les trucs confidentiels et tout, je floute tout pour pas que les personnes voient exactement ce que j'ai fait. Je vais plutôt me concentrer sur la méthodologie. Pour entrer dans une école, après des expériences graphiques produits, quel portfolio proposer, postuler à la formation? Alors pour entrer dans une école, bah, du coup une école c'est encore différent parce que, quand on rentre dans une école, on y va pour apprendre. Du coup, vu qu'on y va pour apprendre, peut-être que ce qui pourrait être bien, c'est, de mettre effectivement ce que vous avez déjà fait, mais également ce que vous aimeriez apprendre. Enfin, moi, c'est ce que j'aimerais voir. Je me dis: «Beh, tiens», enfin, c'est vrai que d'ailleurs, c'est des choses que je demande souvent, en cours, c'est: «Bah, qu'est-ce que vous voulez faire après? En quoi vous êtes intéressé? Qu'est-ce que vous aimeriez que moi je vous apprenne?» Et c'est ça qui va m'intéresser de voir si ça colle ou pas avec le cours et avec ce qu'on va apprendre ensemble. Alors, désolée, j'ai des gens qui rentrent en plein milieu. OK. Est-ce qu'on en a terminé pour le portfolio? Est-ce que vous voulez qu'on passe à la question suivante? OK, je vois qu'il y a pas forcément d'autres, je dirais que des planches d'inspiration argumentées peuvent être pertinentes pour les écoles. Oui, bonne idée Simon. Complètement. C'est vrai que quand on a pas mal de choses graphiques, il faut justifier en fait ses choix. Parce que ju enfin ça aussi c'est un truc qui est hyper important, mais même dans le métier de manière générale en fait du X, ou même, du UI, de graphiste et cetera, je trouve que c'est la justification. Donc du coup, si vous justifiez, vous dites pas juste: «Voici le logo, c'est fini». Non, OK. Pourquoi vous avez fait ce logo? Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Pourquoi vous avez choisi ces couleurs? Pourquoi, vous avez fait ces formes plutôt arrondies ou plutôt carrées? Pourquoi voilà. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Donc vraiment justifier ses choix et je vais vous raconter une petite anecdote. Une fois, moi, je me suis fait embaucher, juste sur ma capacité à justifier. Du coup, c'était un moment où je trouvais pas d'emploi parce que du coup, c'était l'UX et tout ça, ça existait pas. C'était pas du tout un domaine, qui était à la mode, c'était en 2013. J'ai mis 1 an et demi à trouver, du travail, donc j'ai passé plus de 50 entretiens, donc j'ai aussi le l'autre côté où du coup j'ai persisté. Donc il y avait plusieurs choses. Il y avait le fait que, je voulais passer d'un profil qui était plus orienté recherche utilisateur à un profil qui était orienté plus, conception d'interface. J'avais de l'expérience dans la conception d'interface, mais effectivement, j'en avais pas beaucoup. Donc du coup, c'est vrai que comme à la mode, comme à la pardon, à l'époque, je vais y arriver. Comme à l'époque, ils étaient très concentrés sur, tout ce qui était conception d'interface, bah, du coup, si j'avais pas, X sites ou X, interfaces à mon actif, ça allait pas le faire et puis en plus de ça, moi, je voulais pas abandonner non plus la partie recherche utilisateur. Donc je disais: «Non, moi, je veux faire les 2 et je veux pas trouver un job où je fais que de l'interface parce que du coup, je veux monter en compétence là-dessus, mais pas que». Et voilà, du coup, c'était compliqué parce que les entreprises n'étaient pas du tout, là-dedans. Les utilisateurs, ils disaient: «Non, ça sert à rien de les voir, ça coûte cher» et cetera. Du coup, c'était très, très compliqué pour moi de trouver un emploi. Bon, comme j'étais déjà en poste, c'était pas grave si ça prenait du temps. Mais du coup, j'ai mis beaucoup de temps à trouver et donc en fait, c'est des personnes qui m'ont recrutée plutôt sur ma capacité d'évolution en se disant: «OK, elle est pas experte sur la conception d'interface, mais c'est pas grave, ça s'apprend. Elle a d'autres atouts, qui est sa capacité à justifier et puis, la méthodologie et cetera». Et du coup, c'est, en justifiant mes choix et cetera pendant l'entretien que ça a fait la différence. Donc effectivement, justifier, faut-il être formé sur les outils tels que Sketch, Adobe, InVision? Franchement, ça pour moi mais c'est mon avis personnel et je sais que c'est pas l'avis de tout le monde parce que souvent l'UX est résumé aux maquettes. Souvent on dit UX, c'est les personnes qui font les maquettes. C'est pas vrai, mais le marché en ce moment est beaucoup là-dessus. Il n'est pas encore assez mature pour prendre tout en charge. Il y a beaucoup d'entreprises aussi qui prennent tout en charge, mais il y a énormément d'entreprises qui se concentrent que sur les maquettes. Donc moi, je dirais ça dépend ce que vous cherchez. Si vous cherchez un poste que j'ai vu qu'il y avait la question, dans les questions, générales, de la différence entre un UX designer et un UX researcher. Donc on peut avoir des métiers distincts et on peut avoir un métier qui couvre tout. Donc il y a plusieurs niveaux. Vous avez les différentes étapes de l'UX. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder le webinaire, comme ça vous aurez plus de détails. Vous avez toutes les étapes. Il y a une étape qui est enfin une étape.
à plusieurs moments, mais il y a en tout cas une compétence qui va être de rencontrer les utilisateurs, de leur poser des questions qui ne sont pas biaisées, qui sont pertinentes, et cetera, et d'analyser ces résultats pour ensuite, récolter tous les besoins des gens et faire en sorte que ces besoins soient, heu, impliqués dans la conception du produit. Hem et donc les profils, ça peut être on peut faire que de l'UX research, donc que de la recherche utilisateur, ou bien on peut faire que de l'UX design, donc que, grosso modo, la conception du produit avec les maquettes, avec tout ce qui s'ensuit. On peut aussi avoir des profils qui font tout. Seulement, c'est vrai que quand on fait tout, bah, on va plutôt faire tout en surface, comme tout, enfin, c'est comme tous les métiers, hein. On va plutôt faire tout en surface. C'est comme si vous prenez un artisan, vous prenez un artisan qui fait tout. OK, il va réussir à tout faire. Par contre, bah, peut-être que le carrelage, il sera peut-être un peu moins bien posé que si vous prenez un carreleur. C'est un peu la même idée. Donc pour répondre à la question des outils, moi je trouve que c'est pas forcément hyper important. Par contre, il y a plein d'entreprises qui vont, heu, dire que c'est des compétences à avoir. Pour moi, c'est pas forcément des compétences, c'est des outils, et c'est des outils en plus qui évoluent. Moi quand j'ai commencé à travailler, je prototypais sur PowerPoint, c'est pour vous dire. Et il y avait pas tous ces outils-là et après ils sont apparus et j'ai eu aucun mal à les prendre en main. Il y a plein de tutos sur YouTube, il y a plein de choses maintenant. Donc vous pouvez aussi vous auto-former, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Le plus compliqué quand on fait du maquettage, c'est de faire les maquettes. C'est pas de savoir utiliser les outils. Et en plus ça s'apprend sur le tas, donc pour moi c'est pas forcément le truc le plus important. Pareil, je m'étais fait embaucher une fois, je savais pas utiliser alors à l'époque, ils utilisaient, comment ça s'appelle ce truc? Illustrator. J'avais jamais utilisé la suite Adobe, je savais pas comment ça marchait. Bon, j'ai un peu galéré, j'ai suivi je trouve que la suite, Adobe est pas facile à utiliser. Mais du coup, ils m'ont embauché sans que je sache utiliser. J'ai commencé à apprendre quand j'étais, en CDI chez eux et du coup, ça s'est bien passé. Ce qui était important, c'est de savoir faire les maquettes, c'est ça le plus difficile. OK, je vous propose qu'on passe à la deuxième question la plus importante pour laquelle vous avez voté, qui est: «Pourquoi devenir UX? Sais-tu faire la différence entre un UX researcher et un UX designer?» Ben voilà, c'est la question à laquelle je viens un petit peu de répondre. Est-ce que vous avez besoin de précision, là-dessus? Non? Ça paraît plutôt clair? OK. Ah Ensuite pardon, oui, excusez-moi. oui, 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 c'est vraiment moi. oui. Désolée, hein. Oui, moi c'est, alors UX designer, UX researcher, je vois bien la différence, Ouais. mais qui est le plus créatif, en fait? Qui va plus, pouvoir proposer, des solutions qui ne sont pas forcément des solutions Mmh. graphiques, hein, Oui. qui sont vraiment voilà, de l'innovation. Alors, c'est vrai qu'en fait, dans le déroulé, il y a un moment où on doit trouver des solutions. Donc en gros, on va avoir une première étape où l'UX researcher, grosso modo, il va interroger les gens, requêter les besoins et cetera. Donc là, les compétences à avoir, c'est plutôt, compétences humaines très fortes, donc l'empathie et cetera. Esprit de synthèse, parce que imaginez, vous avez, je dis n'importe quoi, vous avez fait passer, 30 entretiens. Comment vous faites pour, récolter toutes ces données? Même là, je vous dis en ce moment, je suis juste en train d'en analyser 12, ça me prend un temps fou. Parce que du coup, faut retranscrire, faut arriver à faire ressortir les enseignements principaux, se dire: «OK, ces personnes-là, elles ont besoin de ça, 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 ces personnes-là, elles attendent ça» et cetera. Donc, il y a vraiment un esprit de synthèse qui est très important à avoir et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va devoir, se dire: «OK, le produit», alors ça dépend dans quel contexte on est. Est-ce qu'on est dans une création de produit qui part de zéro? Est-ce qu'on est dans une, d'amélioration de produit où là, pareil, en fait, on va devoir, trouver des solutions pour améliorer le produit? Dans tous les cas, on va devoir trouver des solutions à une problématique de départ, qui va être, définie par le projet. Et cette problématique, il faut qu'on y réponde en piochant dans les données qu'on a récoltées auprès des utilisateurs. Et donc là, quand on va faire cette, étape, qu'on appelle d'idéation, donc trouver de nouvelles idées, innover et cetera, pour répondre à la problématique et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir prototyper quelque chose, un produit, un service. Quand on est dans cette phase-là, le mieux,
c'est pas de rester dans son coin et de rester tout seul, c'est de faire des ateliers, collaboratifs avec toute l'équipe, voire même avec des utilisateurs, voire même avec des gens qui sont issus de plein de services de la boîte, des gens qui sont, je sais pas moi, issus du service commercial, issus du marketing et cetera, pour trouver des idées qui soient, originales, créatives et cetera. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé l'idée, on va prioriser, on va se dire: «OK, quelles sont les idées qu'on va garder?» de par leur intérêt pour les utilisateurs, donc toujours centré utilisateur, se dire: «OK, qu'est-ce qui va vraiment servir aux utilisateurs?» et ensuite qu'est-ce qui est faisable techniquement par rapport aussi à notre positionnement d'entreprise. Les valeurs de l'entreprise, elles sont ça, ça, ça. Du coup, il faut quand même qu'on propose des solutions qui soient en cohérence avec ces valeurs. Donc voilà, il y a tout un tri, de ces idées à faire et ensuite on va choisir les idées principales pour ensuite, les prototyper et faire un prototype, on parle de digital beaucoup parce que, l'UX est issu du digital, mais ça peut être un prototype de tout et n'importe quoi. Ça peut être un service, ça peut être, j'ai déjà fait, de l'UX sur des packaging de cosmétiques, donc voilà, ça peut être des choses très, très différentes, en fonction des projets. Je ne sais pas si Nathalie, ça répond à tes questions? Oui et non, en fait. C'est bien d'avoir, excuse-moi, d'avoir mis là un peu le protocole, mais par exemple, celui qui va animer l'atelier, ça va être l'UX designer ou l'UX researcher? Alors ça va dépendre il n'y a pas forcément de rôle prédéfini pour cette personne-là. Mhm. Ça va dépendre de comment est structurée l'entreprise. D'accord. Il y a des entreprises où du coup on va avoir des profils transverses comme je disais tout à l'heure. Du coup, bah, là, ça va plutôt être cette personne-là. Il va y avoir des entreprises où c'est même une personne qui n'est ni UX designer ni UX researcher. Ça peut être, je sais pas moi, le lead UX, donc la personne qui va leader l'UX et qui va animer ces ateliers-là. C'est vrai qu'en général, l'animation d'ateliers, c'est des choses qui sont un tout petit peu plus expert en règle générale. Donc, en général, quand on débute, on va pas forcément tout de suite partir dans l'animation d'atelier, à part si on est expert enfin, si on a déjà des compétences en facilitation d'atelier, c'est ce qu'on appelle la facilitation. À part si on a déjà ces compétences-là, mais souvent, ce sont des compétences qui sont un peu plus poussées parce que souvent liées aussi à, des animations d'ateliers stratégiques, par exemple. Donc on peut, en amont du projet, se dire: «OK, on va animer un atelier de cadrage du projet, un atelier de, positionnement du produit. Donc ce produit-là, comment on a envie de le positionner par rapport aux offres qu'on a déjà? Comment on va le positionner par rapport aux valeurs de notre entreprise? Qu'est-ce qui va apporter de la valeur pour l'utilisateur?» et cetera. Donc ça, c'est des choses qui sont un peu plus poussées. Donc j'ai pas forcément de réponse toute prête à te dire ça va être le researcher ou le designer, parce que ça dépend de l'entreprise et c'est des choses c'est pas encore des postes en plus qui sont hyper cloisonnés, hyper structurés. Comme l'UX design, c'est en train de se co-construire, c'est en train de se construire au fur et à mesure, c'est pas du tout figé. On voit plein de définitions, on voit plein de choses différentes. Selon les entreprises, ça veut pas dire la même chose. Donc c'est ça qui va voilà, je peux pas, te répondre, clairement là-dessus. Oui, bah, tout dépend en fait de l'entreprise Oui, et aussi de leur recherche en fait et de tout à leur fait. niveau. Bah, d'ailleurs, il y a Benoît Douillard qui a fait justement une Oui, enquête qui est justement quel est le niveau, de 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 maturité. niveau de maturité Ouais. du design. Exactement. Et vous avez, si vous cherchez maturité UX sur, Google, vous pouvez trouver des choses très intéressantes où, du coup, vous avez il y a eu plein de modèles qui existent déjà. Alors je me rappelle plus des auteurs des modèles, mais, il y a déjà plusieurs modèles de maturité UX qui existent. Vous pouvez trouver en fait, en quelques questions, vous arrivez à voir, en fait, si l'entreprise est mature ou pas au niveau de l'UX. Donc c'est pas des questions de jugement de valeur, c'est juste se dire, qu'est-ce qu'elle fait l'entreprise? Est-ce qu'elle est à un niveau où juste elle en a connaissance, mais elle va pas l'appliquer? Est-ce qu'elle a un niveau où elle va commencer à l'appliquer, parce qu'elle a une personne dans l'entreprise qui va le faire? Est-ce qu'elle a un niveau où elle a carrément toute une équipe, qui vont travailler ensemble pour mettre, des méthodologies UX en place? Ou bien carrément, est-ce que, le niveau maximum, c'est est-ce que le design UX est, diffus dans l'entreprise? Tout le monde l'applique dans l'entreprise et c'est même pas un métier, en fait, c'est carrément, diffusé dans l'entreprise. Donc vous voyez, vous pouvez aussi avoir plusieurs niveaux, en fonction des entreprises. Donc c'est pour ça que, en fonction de là où vous allez postuler, vous n'allez pas avoir les mêmes postes, pas avoir les mêmes compétences demandées et cetera.
Alors, différence entre un product designer et UX designer. Oui, celle-là, je l'ai vue aussi dans les questions. Alors pour moi, elle est un peu difficile à répondre celle-là parce que je pense que c'est pas encore clair. Je pense que le mieux, c'est que je vous envoie il y avait un webinaire qui avait été animé par le Laptop qui parle que de, product designer. Donc si vous voulez, je vous l'enverrai dans le LinkedIn, comme ça vous l'aurez. Mais grosso modo, moi ce que je vois, c'est que du coup, pour moi, un product designer, il va être, plus sur, bah, j'ai l'impression en tout cas que ça porte plus sur, un produit dans l'entreprise, alors qu'un UX designer et ça peut être transverse, sur plein de choses, sur plein de sujets différents. C'est pas forcément sur un produit en plus. On peut être UX designer, on peut faire de l'UX design sur par exemple revoir toute l'expérience dans une bibliothèque, revoir toute l'expérience qu'on peut avoir dans un musée. Donc c'est pas forcément un produit en fait. Ça peut être vraiment un service, ça peut être, des choses beaucoup plus vagues et beaucoup plus globales. Je sais pas si vous aviez d'autres définitions, ça peut être intéressant aussi. Non, OK. OK, très bien. Alors du coup, je regarde la prochaine question. Ah oui, c'est ça. Quelles sont les certifications ou formations à suivre pour parler dans le monde UX? Alors du coup, c'est pareil, moi c'est que mon avis, mais j'ai quelques idées en tête. Alors il existe, ça déjà je peux vous parler de manière générale, il existe plusieurs typologies de formations. Il existe des formations qui sont, plutôt orientées, enfin plutôt, courtes on va dire, donc des formations plutôt courtes de quelques jours, quelques semaines à la limite. Et ensuite vous avez des formations, plutôt, un peu plus longues qui peuvent s'étaler sur plusieurs mois. Enfin, il y a des mi-longues aussi, il y en a qui sont sur plusieurs mois et après, qui plutôt en cours du soir ou des journées, bloquées par-ci par-là quand on veut être en conversion et après, vous avez des formations qui sont, des formations plus classiques, type master et cetera. Hem et donc, moi, je peux vous parler déjà de celles que je connais parce que du coup, j'y donne des cours, et je trouve que ce sont de bonnes formations. Donc en formation plutôt courte, je peux vous conseiller 2 organismes. Donc il y a, l'organisme du Laptop, donc le Laptop, qui est un organisme de formation spécialisé dans le design, de manière générale et beaucoup dans l'UX. Donc là, vous avez des formations courtes de type 5 jours. En 5 jours, vous allez voir, vous avez la première journée qui est, sur la psychologie et l'ergonomie. Vous avez la deuxième journée qui va être plutôt orientée sur la recherche utilisateur. Ensuite, ça parle, de, commencer à prototyper. Ouais, c'est ça, prototyper, tester, enfin voilà, vous avez plusieurs jours, où du coup vous allez pouvoir, faire, toute la chaîne de bout en bout. Donc il y a bien sûr de la théorie, mais il y a aussi de la pratique où du coup vous allez pouvoir en petits groupes, expérimenter les différentes étapes, de l'UX. Et après il y a plein d'autres formations courtes, mais sur des sujets beaucoup plus précis du type, par exemple, UX writing, donc l'écriture UX. Comment est-ce qu'on fait pour, écrire correctement et de manière centrée sur les utilisateurs, quand on fait un site, une appli, enfin n'importe quoi, un service de manière générale. Donc vous avez des choses aussi, plutôt courtes et des choses plus précises sur justement l'animation, comme par exemple, le design sprint, qui est donc une méthode où en 5 jours, vous pouvez arriver à trouver des solutions à un problème, en 5 jours, maximum. Donc voilà, vous avez des choses de ce type-là et après en formation courte, vous avez aussi, l'école des Gobelins qui aussi propose, des formations, du type, un peu pareil, mais sauf que, je crois qu'eux, c'est, des quelques jours de formation et après vous avez des jours plutôt, d'ateliers sur un cas, sur un vrai projet, enfin sur un vrai projet aussi. Vous avez aussi des formations ça c'est au Laptop aussi, une formation qui est enfin c'est pas vraiment une formation, mais c'est du mentorat qui viennent accompagner. Donc ça répond un petit peu aux questions, la reconversion. Donc non, une formation courte, ça suffit pas pour être, le cadre de l'UX. C'est sûr que vous n'allez pas apprendre un métier en 5 jours. En tout cas, ça peut être
Alors j'ai certification. Alors ouais, j'ai pas encore parlé de la certification, ouais, je vais en parler après, des gobelins. Et par contre, au laptop, il y a un truc qui est intéressant aussi, ça s'appelle l'UX par la pratique, où là, vous avez sur 12 semaines, donc ce que vous avez appris pendant les 5 jours, vous allez faire sur 12 semaines sur un vrai un vrai projet ou un projet fictif, en tout cas sur un projet. Et du coup, vous allez devoir tout dérouler tout seul, de bout en bout. Et à la fin, il y a un livrable, un jury, enfin voilà, c'est quand même un vrai truc. Ça va vraiment vous permettre de, d'appliquer en fait la méthode de bout en bout. Déjà pour prendre connaissance, et cetera. C'est vrai que les personnes qui font ça en règle générale, qui font ces formations donc courtes ou un peu de mentorat, et cetera, ce sont des personnes qui se reconvertissent, mais qui ont déjà des compétences par ailleurs pour devenir, UX designer. Donc c'est-à-dire que souvent, on a toujours tous des compétences qu'on a et qu'on peut recycler, qu'on peut s'en resservir pour après. Imaginons, je suis journaliste, beh, c'est très bien, je peux me resservir de tout mon bagage de journaliste pour, mener des entretiens. Je sais mener des entretiens quand je suis journaliste. Je sais pas moi, je suis graphiste ou je suis webmaster. Bah, clairement, je sais, à peu près, enfin graphiste dans le web, je parle plutôt, je sais, faire mettre en page des sites web, des maquettes, des choses comme ça. Je peux me resservir de ça. C'est juste qu'il va y avoir un manque à compléter. Mais déjà, j'ai des bases, j'ai des bonnes bases. Donc les personnes qui font ces reconversions, souvent elles ont des bases, et si vous n'êtes pas du tout dans des métiers comme ça, vous avez aussi des compétences. Je suis chef de projet. Ben je sais gérer un projet, c'est hyper important quand on fait de l'UX également. Enfin, même si vous pouvez avoir des entreprises avec des chefs de projet que vous allez devoir suivre, et cetera. Mais on a toujours des choses. J'ai l'esprit de synthèse, j'ai l'empathie, j'ai ceci, j'ai cela. Donc essayez de réfléchir à quelles sont vos compétences. Si vous allez voir le webinar, je peux vous envoyer aussi, le lien vers mon support de présentation. Dedans, j'ai des grilles de compétences, à l'intérieur que vous pourrez regarder, qui pourra vous aider justement à trouver les compétences, qui sont intéressantes pour vous. Donc ça, c'est plutôt les formations courtes. Donc, c'est vrai que c'est un peu juste, mais bon, en même temps, ça permet déjà de mettre un pied dedans, si jamais. Après, vous avez des formations, plus costauds. Vous avez notamment, donc on en a parlé tout à l'heure, je crois que c'est Sylvia, de la formation, donc certification, UX des Gobelins. Donc là, c'est une certification qui est un peu plus costaud, parce que vous avez 20 jours de cours et ensuite vous avez en plus de ça, donc 20 jours de cours où du coup vous avez tout le programme, avec, les différentes composantes, et cetera. Vous voyez tout de A à Z et ensuite vous avez en plus de ça, un projet en petit groupe. Donc là, vous êtes en petit, c'est souvent des promos de 20, donc vous avez des petits groupes de 3-4, quelque chose comme ça, 4-5, qui vont être sur un projet que vous allez devoir pareil mener de A à Z. Donc là, vous avez un vrai commanditaire, une vraie personne en face de vous, et vous allez devoir, répondre à ce projet-là en groupe. Et en plus de ça, vous avez aussi un mémoire à faire individuel, qui est aussi là, encore une fois, l'application de la méthode UX dans un contexte professionnel. Donc ça peut être dans votre entreprise si vous êtes déjà en entreprise, ou bien dans un contexte type asso, enfin, en tout cas un endroit où vous pouvez appliquer cette méthode, et vous devez faire un mémoire explicatif à ce sujet. Donc là, c'est déjà plus complet, mais c'est quand même pas du master, et cetera. Donc ça prend pas les gens qui font ça, c'est des gens qui travaillent à côté. Vous avez quand même le temps de travailler à côté. Et ensuite, vous avez, les masters. Les masters, j'avoue que je connais moins bien les masters parce que j'ai donné des cours dans plusieurs écoles. Il y a une école que je peux vous recommander parce que je donne des cours sur Nantes, c'est l'ECV, l'école de communication visuelle. Je trouve que les étudiants dans cette école, donc c'est des masters en alternance. Je trouve que les étudiants dans cette école sont très débrouillards, sont vraiment de bons éléments, et qui sont vraiment très mûrs pour le marché. Donc et j'ai parfois aussi des personnes qui sont en reconversion, dans ces masters. Donc voilà, c'est aussi un master que je peux vous recommander, mais il y en a certainement plein d'autres qui sont très bien. Donc renseignez-vous aussi, auprès de votre entourage. Alors je vais lire un petit peu les questions qu'il y a, parce que j'ai beaucoup parlé dans le chat. Alors Hem, alors formation courte, ouais. Non, c'est vrai que formation courte, c'est un peu juste, hein. Sauf si vous avez un métier assez proche et que du coup vous voulez juste avoir cette spécificité et compléter,
Mais si vous voulez partir de 0, formation courte, c'est un peu juste. Ça peut servir par contre de tremplin. Commencer par la formation courte, voir un petit peu, tâter le terrain, voir si ça vous plaît, et puis si ça vous plaît, compléter par un truc un peu plus costaud. Hem Alors, certification des gobelins, ouais, ça on en a parlé. Contrôleur de gestion, on sait synthétiser, mais on peut être suffisant pour cette reconversion. Non, voilà, c'est ça, il faut quand même vous appuyer là-dessus. Je dis les compétences, du type synthétiser, empathie et cetera, ça suffit pas bien sûr, il faut, une vraie formation à côté parce que du coup, vous avez toute la méthodologie, vous avez plein de choses à savoir. Par contre, ce sont de vrais atouts que vous pouvez mettre en avant. Souvent, on les oublie en fait, c'est ça que je veux dire. C'est que souvent, on va à un entretien, on se dit: «Oh mince, mais je sais rien faire, j'ai rien appris» et cetera. Mais non, en fait, vous savez plein de choses et ça, faut savoir bien les mettre en avant, dire: «OK, j'ai fait une reconversion, donc je suis tout nouveau, toute nouvelle, en UX. Par contre, avant, j'ai fait ça et avant, comme j'ai fait ça, les compétences qui servent aujourd'hui en UX, je peux m'en servir parce que je savais faire ça, 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 ça» et ça, c'est hyper intéressant et hyper important. Quels conseils pourrais-tu donner justement pour trouver un mentor? Du coup, il y a, le laptop justement a sorti une nouvelle offre, heu, là, il y a quoi? Il y a une semaine, pour, des mentors. Donc vous avez plein de mentors, qui ont des spécificités différentes. Donc vous payez à l'heure ou à la demi-heure, comme vous voulez et en fonction il y a des tarifs différents parce qu'en fonction des profils, si vous êtes demandeur d'emploi, c'est souvent pas les mêmes tarifs que si vous êtes, en une entreprise. Donc vous pouvez regarder sur leur site, je pourrais vous mettre le lien aussi si vous voulez. Je crois que ouais, c'est pas sur le site, et c'est un site à part, donc je vous enverrai le lien. Du coup, vous avez plein de profils différents, donc ça, c'est hyper intéressant. Comme ça, en fonction de vos affinités, vous pouvez dire: «Bah, moi, j'ai envie de creuser tel sujet, donc je vais prendre tel mentor» et cetera. Est-ce qu'il y a une nouvelle école? L'école La Passerelle, avec 3 mois de formation en UX/UI, j'ai déjà profité. OK, je connais pas. Bah, intéressant. Faut-il avoir fait du web design obligatoirement? Non. Je pense qu'il ne faut pas forcément avoir fait du web design obligatoirement. En plus, ça va dépendre du profil pour lequel vous voulez postuler derrière. Imaginez, vous voulez faire que de l'UX research plus tard, franchement, web designer, c'est pas forcément le truc le plus pertinent. Par contre, si vous voulez vraiment faire que la partie conception avec les maquettes, c'est sûr que ça aurait été mieux, mais c'est pas obligé. Franchement, il faut bien vous former et après il y a toute la pratique sur le terrain aussi. Vous pouvez aussi, si vous voulez, faire des projets fictifs ou des projets en association. Faites des choses aussi qui sortent un peu du cadre, ça va vraiment donner de la valeur à votre profil par rapport aux autres. Y a-t-il un programme de mentorat aussi? Oui, il y a un programme de mentorat Hexagone UX aussi, qui est en train de se mettre en place, la communication est en cours. Très, très bien, bah, c'est bien, donner toutes les bonnes astuces. Est-ce que vous aviez d'autres questions sur les formations? OK. Alors ensuite, quelle est la prochaine question? Comment s'insérer au mieux dans la vie professionnelle après une formation? Les écueils des étudiants UX fraîchement diplômés sont-ils les mêmes qu'ailleurs? Alors j'avoue que je ne connais pas les autres domaines. Je ne vais pas pouvoir avoir une très bonne expertise parce que du coup j'ai fait que ce métier-là, bon qui a évolué bien sûr, mais j'ai fait que ce métier-là dans ma carrière. Mais alors c'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, comme c'est un métier qui est en plein boom, il y a énormément de monde qui se reconvertit, qui ensuite, va postuler, qui se reconvertit ou qui fait sa formation initiale, là-dedans et du coup, ça fait beaucoup, beaucoup de monde sur le marché. Après la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi de plus en plus d'entreprises qui embauchent. Donc là où à l'époque, comme je disais en 2013, c'était compliqué parce que personne ne voulait faire ça, maintenant c'est un gros boom, donc tout le monde veut faire ça. Donc je ne sais pas si ça s'équilibre. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a, vraiment beaucoup de demandes. Là, je vois de plus en plus passer, des offres de CDI, enfin vraiment ça marche très bien. Après le problème effectivement, c'est que comme ce métier-là a été découvert assez récemment, on a beaucoup de personnes qui sont plutôt juniors. Donc je pense qu'il y a beaucoup de concurrence aussi sur la partie des personnes qui sont juniors. Donc je ne dois pas vous cacher que, bah après, le truc, c'est que je vois un peu tout. Je vois des personnes qui font des bonnes formations, qui arrivent très bien à trouver du travail très facilement. J'ai reçu, pas plus tard que ce matin, une personne qui m'a dit qu'elle avait été embauchée en CDI après avoir fait une reconversion. C'était une personne qui était, plutôt graphiste.
Donc du coup, ça peut super bien fonctionner et des fois, il y en a d'autres qui vraiment qui galèrent, quoi. Donc j'ai l'impression que c'est un peu comme partout, en tout cas avec la covid, je sais pas s'il y a eu beaucoup de changements parce que du coup, il y a beaucoup de choses qui se sont basculées à distance. Donc par exemple, tout ce qui est animation d'atelier, tout ce qui est entretien, là, tous mes entretiens utilisateurs, je les ai faits en visio. Il y a plein de choses qui sont en visio. Heu, du coup du coup, c'est vrai que c'est pas forcément ça qui fait baisser l'activité. Après, il y a eu quelques licenciements aussi, des personnes qui se sont fait licencier, par exemple, qui étaient graphistes et qui, du coup, veulent se reconvertir en UX parce que peut-être qu'il y a plus de débouchés. Enfin, voilà, il y a des vases communicants aussi avec les autres métiers. Et c'est un métier qui attire de plus en plus de monde. Donc, c'est vrai que je pense que pour les personnes qui ont pas d'expérience encore, ça peut être plus compliqué. Mais je vous dis, il y a des personnes aussi qui ont très bien trouvé, très facilement. Moi, les étudiants que j'ai en master, en règle générale, ils galèrent pas à trouver, ils trouvent. Donc bon, ça, c'est un peu difficile de répondre à ces questions-là. Je sais pas si vous avez des expériences à partager ou d'autres questions à poser. N'hésitez pas à prendre la parole ou à chatter. Ce métier nécessite énormément de soft skills. J'aurais tendance à penser que les recruteurs seraient plus ouverts qu'ailleurs. C'est possible. C'est possible, je trouve qu'il y a des recruteurs qui sont mais je pense que c'est un peu comme partout, des recruteurs qui sont un peu plus, intelligents en quelque sorte, enfin pour moi je trouve ça plus intelligent, qui vont s'intéresser plus à la personne, plutôt que de checker des cases et de se dire: «OK, il sait utiliser, tel logiciel, machin», enfin, effectivement. Mais après je sais pas si c'est vraiment le métier qui veut ça, parce que ça me fait penser à une étude que j'avais fait justement, j'avais mené des focus group avec des recruteurs pour un client, c'était des recruteurs aussi qui pensaient comme ça, qui se disaient: «Bah, moi» et c'était dans des domaines qui n'avaient rien à voir, hein. Il y avait vraiment des recruteurs de tout domaine et donc les recruteurs disaient, «Bah, moi je préfère, embaucher une personne en qui j'ai confiance, où je sens qu'il y a quelque chose, et la former sur le terrain. Tant pis, ça me fait perdre un peu de temps au début, mais après je vais gagner énormément derrière, plutôt que d'embaucher une personne, qui va cocher toutes les cases et qui au niveau humain va pas me satisfaire. Donc ça dépend aussi des recruteurs. Beaucoup de recruteurs entreprises cherchent des UX designers seniors, 5 à 7 ans d'expérience, pas beaucoup de place pour les profils juniors. Oui, je suis aussi d'accord avec ça, Dorothée. C'est pour ça que je disais je pense qu'il y a des profils en junior, hein, mais juste comme il y a beaucoup de concurrence, je pense que ça part vite aussi. Du coup, vous avez peut-être moins le temps de les voir passer. Après, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de marché un peu souterrain, mais c'est peut-être comme dans tous les domaines, hein, je sais pas. Moi, je peux vous conseiller de vous rapprocher, de l'association FLUPA, donc je ne sais pas si vous connaissez. Ça s'écrit comme ça, FLUPA. Vous pouvez taper ça dans Google, il y a un site. C'est cette association-là qui organise donc des événements, en UX. En fait, le but de cette association, c'est de, communiquer autour de l'UX de manière générale, de se former, enfin d'organiser des événements, des meet-up et cetera. Donc vous avez aujourd'hui, 20 antennes partout dans le monde, donc des antennes francophones. Donc vous en avez plein en France, vous en avez au Canada, en Belgique et cetera. Et du coup, donc il y en a dans plein de villes, donc vous pouvez très facilement trouver une antenne pas très loin de chez vous. Bon, en ce moment, c'est plutôt des antennes en ligne avec des webinars. Donc il y a ça. C'est cette association-là aussi qui organise les UX Days. Peut-être que vous en avez entendu parler ou peut-être pas parce que du coup, ça fait 2 ans que c'est annulé. Mais en tout cas, normalement, quand il n'y a pas la covid, c'est, un événement qui se tient sur 2 jours avec une première journée d'atelier et deuxième journée de conférence voilà, où il y a plein de monde. C'est très intéressant pour faire des rencontres et puis apprendre plein de choses. Ils organisent aussi, l'UX Camp où là, c'est un événement auto-organisé, donc c'est-à-dire que ça change de ville chaque année. Donc la dernière fois, c'était l'édition 2019, c'était à Montpellier, par exemple. Donc c'est toujours dans une ville qui n'est pas Paris et donc là, c'est un événement auto-organisé, c'est-à-dire que vous venez, les personnes proposent des sujets, vous votez pour les sujets les plus intéressants, vous inscrivez sur les sujets qui vous plaisent et ensuite, le sujet va être traité, dans une petite salle, en petit groupe.
Donc très intéressant et donc après vous avez tous les événements de l'année, qui sont également disponibles et donc si vous allez sur le site, vous allez voir que vous avez un Slack, qui est ouvert à tout le monde, à toute la communauté, dans lesquels vous pouvez poser des questions et dans lesquels vous avez aussi, parfois des offres d'emploi intéressantes. Donc qui ne je ne sais même pas si elles sont postées, mais dans les entreprises pas un peu matures, en province notamment, les recruteurs ne sont pas toujours explicites en UX design, mais c'est sous-jacent. Il faut lire entre les lignes, mais du coup, pas facile de flécher ces offres. Oui, oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce que effectivement, des fois, c'est pas toujours nommé avec le terme UX design. Ça fait partie j'ai commencé à écrire une série d'articles justement sur ce sujet, de dire, déjà l'UX pour moi, c'est pas forcément que digital. Donc par exemple, vous pouvez trouver des choses avec cette méthodologie-là centrée sur les usagers, les utilisateurs, qui sont appliquées dans plein de domaines différents, dans les musées, dans les bibliothèques, enfin dans plein de choses différentes. Et du coup, on va pas forcément l'appeler comme ça. Donc vous pouvez aussi retrouver cette méthodologie que vous trouvez intéressante dans d'autres domaines. Si vous n'êtes pas intéressé forcément par le digital, vous pouvez appliquer ça ailleurs. Donc là, c'est vrai que dans ces cas-là, on n'a pas forcément cette terminologie-là. On a parfois des termes qui sont un peu proches, comme le terme design thinking, voilà, design produit, design service, effectivement. Merci Nathalie. Donc vous avez des termes comme ça que vous pouvez aussi rechercher qui sont plus larges. Enfin, plus larges. Pour moi, c'est un peu la même chose, sauf que le problème, c'est que le terme UX design est très connoté digital. Donc du coup, voilà, si vous cherchez des choses un peu, par ailleurs, cherchez plutôt à design de service ou design thinking ou des choses comme ça. Ça va vous ouvrir peut-être plus de portes également, pour trouver des mots-clés intéressants. Mais parfois effectivement, comme ce que tu disais, Sylvia, c'est que, des fois, c'est même le terme design n'est même pas utilisé. Donc, là, c'est plus compliqué à trouver. Des fois, ça peut être des postes, d'AMOA ou des choses comme ça. Où du coup, en fait, c'est la même chose, mais sauf que c'est pas nommé comme ça, donc c'est assez compliqué. Mais, du coup, ça vaut le coup parfois de farfouiller ou d'essayer de voir quelles sont les entreprises qui, pour vous, sont des entreprises sympathiques, où du coup, il y a des choses intéressantes pour vous, des qui font des choses intéressantes. Essayez de farfouiller un petit peu sur les sites des entreprises, voir s'ils n'ont pas des offres qui pourraient correspondre à peu près à ça aussi. Ça peut être intéressant. Hop, alors quelle heure est-il? 53, on va finir à l'heure. Est-ce que vous aviez d'autres questions ou d'autres remarques ou faire des candidatures spontanées? Ouais, pour les initiés, complètement, complètement et des fois, ça me fait penser, des fois, il y a des choses qu'ils n'avaient pas envisagées. Par exemple, j'ai une amie qui bon, elle était pas junior, mais, elle avait, postulé un poste, l'entreprise lui plaisait énormément, elle avait postulé à ce poste-là. Pour à la base faire juste des maquettes en fait. Ils voulaient juste qu'elle fasse des maquettes. Sauf qu'elle, elle voulait pas faire que ça. Donc, elle a dit: «Bah non, moi, je veux aussi rencontrer des utilisateurs et cetera». Et donc, au recrutement, la personne en face était complètement fermée. Elle dit: «Non, non, non», et cette personne-là l'a rappelée, je sais plus, quelques semaines plus tard pour lui dire: «Finalement, on a réfléchi, bon, vous allez vous concentrer quand même sur les maquettes, mais vous allez quand même vous débrouiller pour essayer de mettre en place des petits trucs d'utilisateurs et tout pour voir». Et elle a commencé par des toutes petites choses et du coup, son poste a évolué et après elle a vraiment un vrai poste où elle faisait de la rencontre utilisateur et cetera. Donc des fois, on peut aussi, titiller les personnes et pareil dans titiller les personnes, moi ça m'est déjà arrivé pendant ma période de grosse recherche, d'avoir des personnes qui me recontactent des années plus tard pour me dire: «Ouais, bah, finalement maintenant j'ai besoin, je me rappelle on avait discuté». Donc voilà, des fois c'est juste qu'ils sont pas encore là-dedans et que du coup ça peut évoluer et vous pouvez aussi avoir de belles surprises. Alors faire des codes ouais. Existe-t-il un rôle faisant le pont entre l'équipe UX et les équipes techniques? Oui, ça va plutôt être, l'UI designer, donc la personne qui va être plutôt en charge des maquettes, mais plutôt, des maquettes un peu plus graphiques, on va dire. Donc il va, parce que l'UX en général, si on parle de l'UX pur, il va s'arrêter au moment, où, on a des maquettes qui sont cohérentes, on a un parcours qui est cohérent, quelque chose qui est facile d'utilisation et cetera, mais qui est pas, normalement qui est pas pixel perfect, donc on va pas être au pixel près. Hem, on va pas avoir mis de charte graphique, on va pas avoir, réfléchi à l'univers, graphique et cetera. Ça, on va pas le faire normalement. C'est plutôt le rôle de l'UI et donc en fait, l'UI, lui, il est capable de, livrer des maquettes qui sont
facile à intégrer derrière pour les intégrateurs et les développeurs. Et des développeurs sont capables aussi de communiquer avec l'UI pour, et d'intégrer les maquettes de manière, propre aussi, de pas avoir à revenir dessus. Heu, ça c'est la théorie. Après en pratique, c'est très, très différent. Souvent on est obligé de repasser derrière pour vérifier que c'est tout bien respecté, les bonnes couleurs, la bonne hauteur des trucs et cetera. Mais normalement, quand ça se passe bien, quand on a des bonnes équipes, qui travaillent de manière, collaborative et qui sont compétentes, on arrive à faire le pont justement entre les maquettes, non fonctionnelles, enfin on veut dire du faux en fait, des images qui interagissent et cetera, avec, du vrai développement qui marche. Je sais pas si c'était ça ta question, Cédric? OK, mais je vois qu'il est 57, donc je vous propose qu'on peut-être qu'on arrête là, pour aujourd'hui. Alors après, une formation longue, quelques semaines ou pour une reconversion sans expérience, combien faut-il de temps pour trouver un job? Bah, ça, j'en sais rien du tout, ça va dépendre des gens et ça va dépendre de ce que vous avez fait avant, de ce que vous cherchez, ça dépend tellement de plein de choses, de là où vous êtes géographiquement aussi. Il y a pas d'offre, c'est pas équitable partout. Donc ouais, il y a pas de moyenne. Ça va dépendre. OK, bon, eh bien, je vois qu'on a fait le tour. Hem, alors la vidéo aujourd'hui, je sais pas, ça va dépendre de ma connexion internet, parce que du coup, je la charge sur YouTube et c'est pas dit que j'y arrive. Donc j'ai quand même pas mal de travail à côté, donc je vais essayer de le faire au plus tôt, mais je vous garantis rien. Et qu'est-ce que je vois les autres questions? Donc il y a d'autres questions qui sont posées. Alors, peut-être que je referai un numéro 2 un autre jour, à voir. Ben, en tout cas, merci pour votre participation à tous et à toutes. J'espère que ça vous aura servi, que j'aurai répondu au mieux. Donc encore une fois, prenez ça avec des pincettes, hein, parce que moi, c'est mon avis à moi. Je pense avoir quand même une vision assez globale, du domaine, mais c'est pas tout vrai et cetera. Vous allez avoir des choses, peut-être en fonction des régions dans lesquelles vous êtes, des postes que vous visez. Donc voilà, il y a aussi plein de choses qui sont très différentes en fonction de vos expériences. Donc merci beaucoup et puis je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas mangé avec un sandwich. Moi, je vais en tout cas manger. Donc bonne journée et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions et à bientôt peut-être. Au revoir.